Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Bienvenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Si vous avez raté le teasing de l'émission, on embrasse Cécile de Ménibus. Vous l'avez constaté hier et vendredi qui a quelques petits problèmes de voix et qui a une voix encore plus altérée aujourd'hui qu'hier et qui donc n'est pas au micro. On embrasse évidemment Cécile et on lui souhaite un très prompt rétablissement. Pour des raisons d'hygiène, je l'embrasse mais de loin quand même. Nos trois vraies voix du jour, tiens, on va les présenter tout de suite. Françoise Degois, bonsoir Françoise. Mon cher Philippe, je suis tellement heureuse et on fait des bisous à Cécile off Ménibus. Ça serait bien comme que tu rentres maintenant, ma cocotte, parce que là ça devient long. On vous aime beaucoup, Philippe. Excusez-moi, mais la radio sans voix, c'est compliqué. Hein. Je suis d'accord, mais soigne-toi. Ça marche moins bien. Il est temps que tu reviennes. Mais elle se soigne. Là, je peux dire Reviens. on va vivre la main dans la main. Si on va chanter du Hervé Villard, ça commence très bien. Jean Dorido, docteur en psychologie. Bonsoir Jean Dorido. Bonsoir les amis. Alors, l'instinction de voix, c'est vraiment psy en plus, on peut le dire. Alors, on peut somatiser un peu, mais enfin, les bactéries, ça existe aussi. Hein. Donc, effectivement, j'embrasse de tout mon cœur Cécile de Ménibus. Et on le remercie, Joseph Touvenel, qui a remplacé au pied levé, vice-président du Centre européen des travailleurs. Et il n'a jamais eu d'extinction de voix comme ancien vice-président de la CFDT, puisqu'il avait le porte-voix dans les manifs. TC, pardon, dans les manifs. Bonsoir Joseph Touvenel et merci à vous. Bonsoir Philippe. Salut à Cécile. Qu'on embrasse évidemment. Allez, on va commencer par le premier débat. On reparle beaucoup depuis la mort de Mathis à Lille. C'était terrible dans la nuit de vendredi à samedi aux alentours de 5h du matin. Mathis tué par une personne qui faisait un refus d'obtempérer. Et on vous pose cette question. Faut-il arrêter d'excuser les auteurs de refus d'obtempérer? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 98% sur Twitter. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Le second débat. Et on aura Joseph Touvenel, non, Frédéric Dabi de l'IFOP avec nous. C'est pas le même style aux alentours de 19h15. Premier sondage à Paris. Et vous allez voir que Rachida Dati fait de bons scores, mais il y a plein d'autres informations à en tirer. Notamment, quel est le score de la gauche, hein, le successeur possible de Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, où en est-il? On analysera tous ces résultats avec Frédéric Dabi, mais on vous pose cette question. Les élections municipales de Paris ont-elles une importance nationale? Eh bien, pour le moment, vous dites oui à 51%, alors que vous soyez parisien ou de la vallée du Lavedan dans les Hautes-Pyrénées, comme Françoise Degois, vous pouvez appeler au 0826 300 Gazos, Arsalins, Arins, Marsous, on va tous les donner. Orchiac. Non, parce que là, ça va prendre trop de temps. En plus, Orchiac, j'ai de la famille. Alors, oui, bien sûr, c'est pour ça que d'ailleurs. Allez, c'est parti pour le premier débat. Les vraies voix Sud Radio. Mathis, 19 ans, est mort dans la nuit de vendredi à samedi après avoir été renversé par le conducteur d'une voiture qui roulait à vive allure en état de refus d'obtempérer, qui a été poursuivi par la police. Et on vous pose cette question. Mort de Mathis, faut-il arrêter d'excuser les auteurs de refus d'obtempérer? Et pour le moment, vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On va faire un tour de table des vraies voix. Françoise Degois. Est-ce qu'on n'a pas été quand même très... Alors, je regardais parce que je vérifiais un chiffre. J'ai pris des notes parce que nous préparons, on a l'air de rien, mais on prépare cette émission. Je regardais mes notes sur le laxisme. D'abord, tout a été durci. Je regardais les chiffres du ministère de l'Intérieur. Au-delà de Mathis et du drame personnel et de la mort de ce jeune homme, je vais être un peu froide et un peu clinique. Il y a à peu près 25 à 26 000 refus d'obtempérer chaque année. Toutes les 20 et quelques minutes. En tout cas, chaque année, il y en a 20. En 2023, d'abord, on a durci la législation. En 2023, il y a eu 17 800 condamnations pour refus d'obtempérer. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que pour les refus d'obtempérer spectaculaires et tragiques qui peuvent conduire justement à la mort de ce jeune homme, personne ne doit mourir à 19h, d'ailleurs personne ne doit mourir tout court renversé par une voiture. Eh bien, au-delà de ça, vous avez plus de 17 000 refus d'obtempérer qui sont punis, et 60% d'entre eux par des peines d'emprisonnement. C'est pour ça que j'ai du mal. Beaucoup de sursis. Hein. Non, mais peut-être, mais en tout cas, c'est le ministre, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, donc ils sont pas falsifiables, ils sont pas discutables. Et c'est pour ça que votre question, je la comprends, et en même temps, les faits ne disent pas ça. Les faits disent qu'il n'y a
qu'il y a de moins en moins de laxisme. Vous savez que 60% des refus d'obtempérer désormais sont condamnés pénalement. En 2016, je regardais les stats, je vérifiais, c'était juste 35%. Donc on a durci dans le comportement, y compris des juges, dans la législation, mais à l'évidence, ça suffit pas. Joseph Touvenel. Il y a quelque chose de simple. Quand la police demande qu'on s'arrête, on s'arrête. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, le nombre, alors après, que la justice soit moins laxiste, c'est vrai, que ça a été renforcé, c'est vrai, mais enfin, les drames, c'est à vie. Mathis, c'est à vie que ses parents l'ont perdu. Oui, d'accord. C'est vrai. Naël, c'est un refus d'obtempérer, on voit les conséquences. Et donc, il y a un problème d'éducation simple. Et puis, il y a un problème quand on regarde, là, pour Mathis, on se demande ce que ce gars faisait dehors. Vous avez vu un peu son casier. Notamment, évidemment. il a été condamné pour séquestration et torture à 2 ans de prison ferme. Et donc, comme c'était juste 2 ans, il n'a pas fait de prison pour ça. Moi, quand j'ai vu le juge, pas le jugement, mais la sentence, j'ai trouvé que c'était surréaliste. Et donc, ça pose aussi cette question-là de personnes qui sont lâchées dans la nature alors qu'ils sont dangereux pour la société. Jean Dorido. Oui, écoutez, je vais emboîter le pas, si j'ose dire, sur ce que vient de dire Joseph. C'est-à-dire que je voudrais pas faire ma mauvaise tête. Simplement, pour moi, le sujet, c'est davantage la question de la violence routière, la question de la récidive, la question de ces profils dont on constate que ils ne sont manifestement pas adaptés à une vie en collectivité, que la question du refus d'obtempérer. Bien sûr, Joseph a raison. Quand la police dit de s'arrêter, on s'arrête, c'est quand même la base. Françoise, bien sûr, le dit à juste titre, la loi s'est durcie. Pour autant, les refus d'obtempérer aussi se propagent. La peur du gendarme, comme on disait quand j'étais gamin, est de moins en moins prégnante. C'est fini, c'est terminé. Et donc, si vous voulez, pour moi, c'est vraiment d'abord, j'ai une pensée pour les parents de Mathis qui sont détruits. D'ailleurs, en psychologie, on sait, vous perdez une jambe, vous vous en remettez étonnamment assez rapidement. La perte d'un enfant, c'est vraiment fait partie des rares sujets sur lesquels les personnes ne s'en remettent pas. C'est-à-dire que c'est ce que disait Joseph, c'est à vie, c'est quelque chose qui vous suit toute votre vie. Donc j'ai bien sûr une pensée pour ses parents et effectivement le profil de ce genre d'individu qui en plus prenait du protoxyde d'azote en même temps qu'il conduisait, qui était complètement dans le cirage, c'est vraiment, et c'est l'échec aussi de la prison. Ce type, il est passé en prison et l'aspect, si vous voulez, réparateur de la prison pour faire en sorte que quelqu'un rentre dans le droit chemin, si j'ose dire, ça marche pas, quoi. Rien ne fonctionne. Ça, je suis d'accord. Vous êtes bien dans les vraies voies. Notre question, mort de Mathis, faut-il arrêter d'excuser les auteurs de refus d'obtempérer? Vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On se retrouve après une courte pause. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Bienvenue dans les vraies voix jusqu'à 20h. Bien évidemment sur Sud Radio, vous n'avez pas le bonheur d'entendre la voix de Cécile de Ménibus. C'est logique puisqu'elle n'a plus de voix, donc elle n'est pas venue au micro. On l'embrasse évidemment et on lui souhaite un prompt rétablissement. Notre grand débat. Mort de Mathis, faut-il arrêter d'excuser les auteurs de refus d'obtempérer? Vous dites oui à 97%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et ça fait réagir au 0826 300 300. Bonsoir Roland. Bonsoir Philippe David, bonsoir à tous. Bonsoir Roland. Vous nous appelez pour réagir à ce débat. Faut-il arrêter d'excuser les auteurs de refus d'obtempérer? Eh ben évidemment que non, il faut pas les excuser, il faut être très sévère. Il faut peut-être faire en sorte de considérer cela non pas comme un refus d'obtempérer, mais comme un refus de... Oui, comme pour moi, ils commettent un homicide routier, pardon. C'est extrêmement grave. Vous savez, je pense qu'on a vraiment deux France en fait. On a la France de Naël et la France des policiers. Moi, je fais plus partie de la France des policiers, voyez-vous. Pour moi, un refus d'obtempérer, les forces de l'ordre devaient être libres de tout faire pour les arrêter. On devrait laisser les policiers travailler. On devrait les laisser faire. Au bout d'un moment, ce n'est plus possible. Quand on a des jeunes sous protoxyde d'azote qui prennent le volant, pour moi, dans leur tête, ils savent déjà qu'ils vont commettre un homicide. C'est pas banal. On monte pas dans une voiture complètement droguée et on file pas à toute allure en se disant ah bah non, bah le pauvre. Parce que Roland, on peut dire la même chose pour l'alcool, le cannabis, la cocaïne, etc. On est bien d'accord. Hein. On peut multiplier. On est bien d'accord. Moi, j'englobe toutes les drogues, voilà. Et pour moi, il y a pas de différence. Mais au bout d'un moment, il faut que la réponse aussi, elle soit symbolique. Moi, ce jeune-là qui a commis, pour moi, cet homicide,
Pour moi, c'est perpétuité. Jeune de 31 ans, quoi. Oui, pas si jeune que ça. 31 ans, c'est pas si jeune que 31 ça, ans. excusez-moi. C'est pas un bébé. Non, je vais avoir 30 ans bientôt, je me considère comme jeune. Donc, bon, bah, excusez-moi, Ça durera pas, mon cher Roland. Alors, Roland, restez avec nous, on fait réagir. Françoise Degois veut réagir. Alors Roland, moi ce que vous dites, déjà vous dites qu'il y a une intentionnalité d'une certaine manière quand vous entendez ça, quand j'entends ce que vous dites, une forme d'intentionnalité de tuer. Moi je pense pas du tout, je pense que c'est de l'inconscience absolument totale, il n'y a pas l'intention de tuer, c'est juste je suis inconscient, je m'amuse, je fais ce que je veux avec mes cheveux et en gros, seul compte moi, mon plaisir et mon plaisir du speed de la voiture et etc. Donc l'intentionnalité de tuer, elle n'y est pas. Après perpétuité, ok, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais alors vous savez, ça existe les gradations de peine, donc ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire que vous allez donner la perpétuité à quelqu'un qui est complètement défoncé et qui tue ce jeune homme, oui. Et qu'est-ce que vous donnez alors au type qui va étrangler 14 bonnes femmes dans le cadre? Non, mais sérieusement, c'est pas... c'est la politique. Je termine en disant, et après je vous reprendrai la parole. Je vous redis que Non, vous le redonnerez. Vous reprendrez la parole, il la reprendra. Non, je vous reprendrai la parole. Non, je vous reprendrai la parole. Vous reprendrez la parole. Je veux dire, on peut pas réagir sous le contrôle de l'émotion. La perpétuité parce qu'on tue quelqu'un en voiture. Ah non. Et deuxième et dernier point, je le redis parce que peut-être les gens l'ont pas entendu. Là, il y a une sévérité beaucoup plus importante sur les refus d'obtempérer. Il y a 17 ou 18 000 condamnations chaque année sur les refus d'obtempérer et 60% avec la prison ferme. Donc moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Il n'y a pas 60% de prison ferme. En tout cas, si, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. J'ai bossé. Bah écoutez, j'ai bossé. En prison, en tout cas. Et dernier point, il n'y a pas la France de Naël et la France des policiers. On peut être, moi, j'apprécie les policiers et j'ai détesté que Naël soit abattu lors d'un contrôle routier. Joseph Touvenel. D'un refus d'obtempérer. Naël. Bien sûr, et ça vaut la mort, ça. Ça vaut la mort. Non, mais sérieusement, Roland, ça vaut la mort. Laissez-le parler. Oui. Vous lui rendez la parole. La justice suivra son cours, mais Naël a été abattu par un force de l'ordre parce que il a eu un refus d'obtempérer. Moi, au bout d'un moment, j'en ai marre qu'on jette l'opprobre sur les forces de l'ordre. Mais personne dit ça. Personne fait ça. Si les gens qui disent la police tue. Non, mais ça c'est autre chose. Écoutez ça, mais on s'en fiche. Mais enfin, ça c'est pas des Français, c'est 10%. Mais je finis. On fait une discussion. C'est 10% des Français. C'est 10% des Français qui disent la police tue. Enfin, on va faire. Mais c'est quand même pas mal 10%. On va faire Joseph Touvenel. C'est de l'inconscience, oui, c'est de l'inconscience meurtrière. Voilà. C'est effectivement quelqu'un qui ne vit, en tout cas là, que pour lui-même. Les autres n'existent pas. Ce sont éventuellement des objets. Et c'est la société de l'égoïsme avec un exemple qui devient dramatique et caricatural. Cela dit, pour l'affaire Naël, quand le policier est inculpé pour meurtre, c'est un véritable scandale. Ça voudrait dire que ce policier avait l'intention de... Et je trouve que les policiers qui sont révoltés par ça, qui est une enquête, qui est... oui, mais quand on dit la police tue et le policier inculpé pour meurtre, comme si c'était intentionnel, ça me scandalise. Jean Dorido. Oui, alors ça me met mal à l'aise d'entendre la convocation de la mémoire de Naël dans ce drame qui touche Mathis et sa famille. Maintenant, ce que je note, c'est que dans les deux cas, il y a la mort au bout, quoi. C'est quand même ça qui est terrible, c'est qu'on a quand même des personnes qui enfreignent les règles et ça se termine de façon tragique et c'est un vrai souci. J'entends bien sûr Françoise qui a raison, qui dit moi. On a des individus de plus en plus nombreux dans la collectivité à laquelle nous appartenons qui c'est pas qu'ils ont perdu le sens du collectif, c'est qu'ils ne l'ont jamais eu, ça ne leur a jamais été transmis, ça ne leur a jamais été inculqué. Et c'est un vrai souci éducatif, pédagogique que nous avons en commun. Que faire de ces personnes? Et d'algorithmes aussi, des plateformes numériques, mais vraiment, et puis bien sûr. De contrôle social, c'est-à-dire que typiquement, il n'y a pas encore si longtemps, quelqu'un renversait un môme, le tuait, c'était la honte sur lui, c'était la honte sur sa famille. On appelle ça le contrôle social en psychologie. C'est quelque chose de mécanique, si vous voulez, ça n'est pas écrit dans un texte de loi, c'est écrit nulle part. Simplement, c'est un fait. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il n'y a plus de honte. Tout ça se fait sans vergogne. C'est presque la double peine. C'est-à-dire qu'il y a le drame de la mort d'un enfant de 19 ans, un étudiant. Qui aurait fêté ses 20
circonstances cette absolument semaine, d'ailleurs. tragiques. Et en plus, il n'y a même pas de sursaut collectif. On ne sait pas, Jean, dans quel état, par exemple, les parents. Alors, je sais dans quel état est la mère de Mathis. Et les on parents, a vu le père aussi. Hein. On l'a vu le père. Moi, j'écoutais beaucoup sa maman parler ce matin, notamment. Mais Elle je ne était sais hier pas. sur Sud Radio. Oui, hier sur Sud Radio Avec et ce matin, sur un certain nombre de télé. Nous ne sommes pas en mesure de dire dans quel état sont les parents de honte du coupable de la. Nous ne pouvons pas décider au doigt mouillé que ces gens-là considèrent que c'est sans vergogne et que c'est nul et non avenu. Ça, moi, je suis pas d'accord avec vous, Jean. Vous êtes trop fort. Je ne parle pas de la famille du conducteur. Même la communauté. Je parle. Vous le savez bien, Françoise de Gois. J'ai été élevé comme ça à la fameuse école de la République. J'ai été complètement passé au serre-joint depuis ma plus tendre enfance. Il faut pas juger, il faut pas critiquer, il faut toujours excuser, la fameuse culture de l'excuse. C'est pas vrai. Je me souviens de Rhinocéros de Ionesco que j'ai eu la chance d'étudier aussi quand j'étais jeune collégien. Et en fait, on ne peut pas. C'est bien en psychologie justement, c'est mon métier. C'est important de ne pas juger pour le soin. En revanche, dans une collectivité humaine, c'est important de juger. C'est important de parler dire de ça. Je comprends pas. Mais Quel est le sens? On n'en sait rien. On ne sait pas du tout dans quel état est la communauté de ce conducteur. C'est quelque chose qui manque cruellement. Le contrôle social, le fait de porter un jugement sévère sur une personne qui a fauté. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Roland, d'avoir participé au débat. Allez, tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Et une femme est condamnée à 1250 € d'amende parce que son chat se rendait chez le voisin. Je crois qu'on n'y croit pas une fois de plus, Philippe. À Agde, donc dans l'Hérault, vous l'avez dit, un simple chat roux s'est retrouvé, tenez-vous bien, au cœur d'une incroyable affaire judiciaire. Un chat roux, oui. Il s'appelle Rémi, c'est son nom. Il est accusé par un voisin d'avoir laissé des traces de pattes, sali un jardin et abîmé un mur fraîchement crépi. Résultat, la maîtresse du chat a été condamnée à plus de 1200 € d'amende, avec 30 € d'astreinte à chaque escapade du félin. Depuis, Rémi, donc le chat, vit enfermé. Il est devenu plus gros, plus nerveux, presque en détention. Une histoire qui peut faire sourire, mais qui interroge aussi. La SPA réagit et craint une jurisprudence. Et on est même avec Dominique Valdès, qui est la propriétaire de ce chat. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. L'histoire est invraisemblable. Je vous pose cette question, est-ce qu'on n'est pas en train de juger un chat comme un délinquant actuellement? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand on juge votre chat comme ça? Écoutez, moi j'ai eu l'impression d'être au Moyen-Âge. Parce qu'au Moyen-Âge, on jugeait les animaux. Et j'ai l'impression que c'est disproportionné. Quand on écoute l'actualité, on se rend compte que condamner un chat pour si peu, c'est ubuesque. Voilà. Absolument, absolument. C'est une justice qui est complètement folle en fait. Allez-y, Philippe. Oui, parce que je prends un exemple. À Strasbourg, un policier blessé dans un rodéo urbain, le contrevenant avait pris 150 € d'amende. Vous, 1250 € d'amende pour votre chat. C'est dingue. Françoise de Gois parlait du quantum des peines. Là, je pense que c'est pas franchement la même gravité. C'est complètement délirant, mais moi, je vais même pas comprendre qui est le tribunal qui a rendu ce jugement. On va demander à Dominique Valdès. Est-ce que madame a une possibilité de recours? Est-ce que ces 1250 € sont payés ou est-ce qu'elle peut faire un recours? Alors, ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que j'ai été condamnée donc à 1250 €. Mais dans ces 1250 €, il y a 450 € de dommages et intérêts parce que mon chat empêche mon voisin de jouir de son jardin et 800 € d'avocat à payer. C'est une affaire de gros sous, en fait, tout simplement. Ah oui, je pense, oui, très sincèrement, parce que j'ai été traînée au tribunal judiciaire de Béziers avec un devis surgonflé par un artisan qui n'est même pas au nom de mon voisin. Même pas au nom de son ex-compagne et même pas à la bonne adresse. J'ai beaucoup de difficultés. Que j'ai été condamné. Joseph Touvenel. Pour ma part, j'ai un peu l'habitude des tribunaux et des chats également. Ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir les deux sons de cloche. On peut se dire le tribunal, le juge ou les juges, je ne sais pas quel tribunal c'était, sont partis à l'ouest. On peut se dire aussi qu'il y a des choses qu'on ne connaît peut-être pas. Une condamnation aussi forte, le juge doit la justifier. Et j'aimerais bien avoir les deux sons de cloche pour savoir si c'est un coup de folie du juge ou s'il y a d'autres éléments qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les chats. Ça, c'est un fait. Même les chiens. Dominique, vous avez fait appel, il y a un recours ou pas?
Alors, je n'ai pas fait appel, figurez-vous, parce que l'avocate donc qui m'a défendu lors de la première assignation me demandait une somme totalement trop élevée pour moi. Donc, et puis je me suis dit que ça allait se calmer. Et cet été, donc le 15 juillet, j'ai reçu des mails de l'huissier, une deuxième assignation, qui cette fois demande 2220 € dans le cadre de l'astreinte, parce que mon voisin dit que mon chat est passé chez lui. Il veut 2000 € de dommages intérêts et il veut que je sois condamné à 150 € d'astreinte par fût. Absolument. Voilà, et je crois que je crois que votre voisin a peut-être une phobie des chats. Il a installé, je lisais le papier dans le Midi Libre, il a installé des caméras partout pour mater le mouvement des chats, c'est ça? Pour mater les matous. Ouais. Au départ, je ne pense pas que c'était pour le chat, mais ça m'est servi en tout cas contre le chat et contre moi. Parce qu'il faut savoir que le dossier qui a été donné au tribunal de Béziers, il contient énormément de photographies, et des photographies de ma chambre avec mon chat dedans, des photographies de ma cour avec mon chat dedans, des photographies. En fait, quand vous voyez la photographie de votre chambre prise avec une caméra, ça fait quand même un drôle d'effet. C'est un truc de fou. Mais pourquoi vous attaquez pas? On n'a plus le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup, Dominique Valdès. Et à votre chat aussi. Et à votre chat et à Rémi, à qui on fait une caresse. Rémi André, comme vous y allez. Rémi André, c'est un gros chat quand même. Merci, Dominique. Au revoir. Tout de suite, le tour de table de l'actu. Françoise Degois. Eh bien, je vais vous parler d'un homme merveilleux qui s'appelle Yitzhak Rabin, assassiné il y a 30 ans aujourd'hui. Joseph Touvenel. Eh bien, moi, je vais vous parler du mal qui gagne notre société. Jean Dorido. La banalisation du mal. D'un projet de loi qui vise à éradiquer le tabagisme. Eh bien, écoutez, on se retrouve tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix. Cécile de Minibus n'est pas là. On l'embrasse à nouveau avec Françoise Degois, Joseph Touvenel et Jean Dorido. Et comme d'habitude, le tour de table de l'actualité avec les jingles magiques de notre excellent réalisateur, Maxime. À table, c'est vrai. Non, j'avoue que j'ai pris un petit goûter. Vous connaissez? C'est sûr qu'on se connaît, c'est le seul bourgeois de la cour qui achète le pâté à la livre. Non, je préfère manger les saucisses. Oui, alors on peut faire un collier de nouilles, franchement. Ça donne envie de pâtes et de pizza. Un prince de la fourchette. Enfin, sauf qu'il me court avec les doigts. Mais c'est pas très bon pour le régime, mais comme vous m'appelez culbuto, Cécile. Ne vous inquiétez pas, Philippe David, je vous mordrai dedans quand même, même si vous êtes pas aimé. Bon appétit, bien sûr. Le tour de table. De l'actualité. Celui-là, on l'avait pas encore entendu. C'est tout à fait nouveau, ça. Merci beaucoup, Maxime. Il y a des nouveaux qui sortent du four. Il y a saucisse, pâté, pizza, pâte. Là, c'est la totale. Ça met en appétit. Que du diététique. Que du diététique. Il y a même un peu du sexuel. Si le Minibus qui veut croquer dedans, quand même, il y a un truc, croquez-moi la pomme. Non, c'est parce que je suis appétissant, c'est tout. Mais bon, mais certes, un peu gras, c'est pas bon pour le cholestérol. Le tour de table de l'actualité, Françoise Degois. Oui, avec vraiment un moment qui a été un moment fondateur et destructeur. Évidemment, le 4 novembre 1995, nous sommes dans un endroit que je connais très bien, qui s'appelle la Place des Rois à Tel Aviv. Et Yitzhak Rabin, qui est celui qui a fait les accords d'Oslo, le grand guerrier qui a signé la paix avec Yasser Arafat, ces deux hommes qu'on ne pouvait pas penser réconciliables un jour et qui l'ont été. Il y a une manifestation énorme pour la paix, la plus grande depuis 1982. Il y a des centaines de milliers d'Israéliens. Yitzhak Rabin redit sa conviction. Il a dit pourquoi j'ai signé la paix, parce que nous avons épuisé les recours de la guerre, ce que je trouve, ça a l'air d'être une tautologie, mais c'est très puissant en réalité. Et là, il chante même avec la foule une très belle chanson, la paix adviendra parce que nous... Et là, il est assassiné, voilà, par Yigal Amir, qui est un jeune juif intégriste, parce que Yitzhak Rabin a compris qu'il faut non seulement donner un État aux Palestiniens, mais qu'il faut aussi rendre Jérusalem, c'est pas le rendre, mais en tout cas le partager beaucoup mieux que ce qu'il ne l'est. Et il est assassiné, et je me souviens de ce choc. Moi, je suis une jeune journaliste à l'époque. Le choc, on comprend tous que la paix en réalité a été assassinée. On s'est jamais remis en réalité. Le Proche-Orient, Israël et la Palestine ne se sont jamais remis de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, qui était un homme magnifique. Moi, je l'avais rencontré en conférence de presse, et il avait une phrase que je vous dis, que je vous livre, et que j'ai souvent donnée à tous les politiques que je rencontre et que je côtoie. Il disait toujours « Life is attitude ». La vie, c'est l'attitude. Tout le reste, ça n'existe pas. Voilà. Yitzhak Rabin. 30 ans après, on n'a pas oublié. Moi, j'ai pas oublié. C'était un soir tard qu'on a appris l'assassinat de Yitzhak Rabin. On n'a pas oublié. Puis le choc était particulièrement dur parce qu'il y avait ces accords de paix, mais en plus, c'est un juif extrémiste qui a tué
Un autre juif. Et ça a été quelque chose à chaque vraisemblable. Mais on notera que dès qu'il y a des accords de paix, regardez les accords d'Abraham, il y a les forces mauvaises qui essayent, c'est le 7 octobre. Sadat assassiné également. Sadat qui s'était fait acclamer à la Knesset. Il arrive, et la première chose qu'il dit, il est acclamé à la Knesset, il arrive, il y a Golda Meir qui vient d'être grand-mère dans la nuit, et la première chose qu'il fait, il fend sur elle, lui dit « Comment va la petite fille ?» Je crois que d'ailleurs, avant d'être acclamé, c'était un grand silence, parce qu'on ne connaissait pas exactement ce qu'il allait dire. Et quand il a appelé à la paix, alors là, ça a été l'acclamation. Un mot sur ces 30 ans de triste anniversaire. Ça me touche beaucoup, parce que d'abord, c'est un fait, ça fait partie de ces grands événements qui vous marquent à vie, et de se dire, punaise, ça fait déjà 30 ans, c'est assez dingue. Et c'est un fait, dès que vous avez parlé, Françoise, de Yitzhak Rabin, j'ai pensé à Noël Sadat, j'étais vraiment tout petit garçon, et ça m'avait marqué, oui. J'étais enfant, et je me souviens, à l'époque, on regardait le JT, on ne s'occupait pas des âges des enfants, et ça m'avait vraiment marqué, choqué, et c'est profondément tragique de voir à quel point on en est toujours dans cette violence. C'est terrible. Jean Dorido, votre tour de table, vous rêvez d'une génération sans tabac. Alors, j'en rêve, j'y travaille même, puisque j'ai les fumeurs qui me le demandent d'arrêter de fumer. Et là, si vous voulez, c'est plus que du rêve, parce que c'est un député Europe Écologie Les Verts qui porte un projet de loi qui est transpartisan, avec le projet, l'idée, le fantasme, le rêve, vous l'avez dit, d'une génération sans tabac d'ici 2032. L'idée, ce serait d'interdire purement et simplement la vente de tabac à toutes les personnes qui sont nées après 2014, après le 1er janvier. Et ça, c'est vrai que c'est très louable. Il y a des pays dans lesquels ça se fait et ça apporte des résultats. Et en même temps, pour être un peu critique, c'est quand même regrettable que ce projet de loi n'inclue pas les produits nicotinés vendus, proposés et même aux chausse-pieds, si j'ose dire, par l'industrie du tabac aux adolescents précisément, avec en premier rang desquels on trouve la puff, qui est interdite en France depuis le mois de février 2025 et qui pourtant circule encore dans les supérettes, dans les petits les petits échoppes là pour acheter à manger. Et ça, c'est un vrai souci, parce qu'il y a vraiment un marketing extrêmement agressif de l'industrie du tabac sur ces produits nicotinés, pleins d'arômes, qui visent les ados, et c'est absent du projet de loi. Je le regrette. Je dirais bien, mais peut mieux faire. Un mot très court dessus. Oui, après l'interdiction totale, c'est dur. Vous parlez à une fumeuse invétérée, et j'adorerais voir une génération qui ne fume pas, parce que je sais tellement à quel point nous sommes esclaves à chercher même les mégots à minuit quand vous êtes encore en train de travailler. Moi, je suis comme ça. Je me vois. Mais moi, je vois à la maison, tout le monde je suis une droguée. C'est-à-dire que si j'ai pas une clope, je suis encore en train de travailler, c'est de la cam. Je cherche les mégots quand même dans le cendrier. Et donc, je voudrais, mais comme les vrais fumeurs. Merci de votre aide, Françoise. Bien sûr, et je voudrais vraiment que cette génération ne connaisse pas ça. Un mot avant le tour de table. Je trouve superbe quand même, on était interdit d'interdire, et maintenant on veut une société des interdits. Allez, on arrête. Fumer, c'est aussi un plaisir. Je vois pas pourquoi on interdirait les gens. Merci de votre aide, Joseph. Quand il y a dépendance, il n'y a pas de plaisir. Comme tout plaisir. J'ai pas dit que j'étais pour l'interdiction, moi. Je suis plutôt comme Joseph. Pouvoir se contrôler, etc., qu'on mette en garde. Alors mettons en vente l'héroïne. Donc on interdit l'alcool aussi, Jean. Non, vous interdisez le vin. Drogue dure, l'alcool, c'est un vrai sujet. La protection des mineurs et la protection des personnes malades d'une drogue, ça c'est un vrai sujet. Dans ces cas-là, on interdit tout. Non, il faut. On ferme les caves coopératives de vin, on ferme les brasseries de bière, on arrête tout. Ah, si vous me lancez sur le sujet, là, on va y passer des heures. Les drogues dures, c'est très important d'en protéger les usagers les plus fragiles. Et donc on arrête de vendre de l'alcool. On a deux drogues dures en vente libre dans ce pays, c'est l'alcool et le tabac. Ok, on fait quoi ? Et ce sont les deux premières causes de mort évitables. Ok, et donc qu'est-ce qu'on fait avec l'alcool ? Déjà, peut-être on évite de vendre de l'alcool au petit déjeuner, quand on écoute la radio et qu'on entend de la pub pour de la bière. Il y a du whisky, pour du vin. Il n'y a plus de pub avec Alwave. Moi, j'entends des personnes qui me vendent de la bière au petit déjeuner, Philippe David. Pas sur les radios, les télés. Ah non, c'est interdit. C'est interdit. Je ne le rêve pas. Et à l'arrêt de bus, on vous vend de la bière, du whisky. Et même dans le métro, on vous vend du rhum à manger. Parce que vous avez vu le temps, vous avez spolié notre ami Joseph Poudel dans son tour de table. L'alcool, on est sur le tabac. Voilà. Bon, interdit d'interdire. Enfin voilà, cette société, moi. On a vu ce que ça a donné. S'il vous plaît, laissez-le parler. Elle m'inquiète. Moi, je voulais parler de la banalisation du mal, parce que par exemple, vous avez l'affaire Chêne. Alors, vous avez Hannah Arendt qui parlait de la banalité du mal, mais maintenant, on banalise le mal. Quand une grande marque fabrique et fait vendre
des objets qui touchent à la pédocriminalité. Et à un moment donné, c'est parce que, alors la raison elle est simple, c'est parce qu'on fait du fric. C'est banaliser le mal. Quand j'entends sur une chaîne publique qui s'appelle France 5, c'est dans l'air, des journalistes qui associent, alors on aime ou on n'aime pas Monsieur Bardella, ça c'est pas le sujet, qui l'associent à Hitler. C'était hier soir. C'est dans l'air. Totalement banalisé. Le nazisme, c'est absolument invraisemblable. Qu'on dise on n'est pas d'accord politiquement, son programme est un programme de fou, mais c'est cette banalisation du mal, et on l'a entendu aussi avec le 7 octobre, avec le soutien. Et moi, je suis quelqu'un qui considère qu'il faut 2 États entre la Palestine et Israël, mais il y a un temps pour tout. C'était pas le bon moment d'après moi. Mais la banalisation d'un certain nombre de personnes qui disent l'État d'Israël est un État nazi, c'est la banalisation du mal. Attention, les mots ont un sens, le nazisme aussi. Le nazisme, c'est des millions de morts, c'est la Shoah, c'est des gens qu'on a pris sur lesquels on a fait des exercices médicaux comme si c'était des rats de laboratoire. C'est une abomination qu'il ne faut surtout pas banaliser. Un mot, mais très court, Jean Dorido, François Degois, très court. Je reboucle sur interdit d'interdire que nous resserre Joseph. C'était précisément un slogan 68 arts. Oui. Et pour revenir à ces poupées pédopornographiques vendues par Shane, on a vu ce que cette génération de 68 interdit d'interdire a pu donner avec les livres de Vanessa Springora notamment. Oui, mais ça c'est pas... Non, oui. non, moi je suis pas d'accord avec ça. Non, mais la pédophilie ça existe bien avant Vanessa Springora et bien avant la famille Kouchner, enfin de Camille Kouchner. Et les articles dans Libération. Donc qui je suis d'accord avec absolument avec ce que dit Joseph, et je suis d'accord. Par exemple, pour moi, l'exemple absolu, c'est la façon dont nous avons... sauf moi, je n'ai pas dérivé, et je reconnais que Emmanuel Macron et François Hollande, par exemple, n'ont jamais dérivé sur l'utilisation du mot génocide, qui a été véritablement la grande bascule sémantique de ces derniers mois. Et je suis d'accord avec ce que dit Joseph. Chine, c'est absolument scandaleux ce qui va se passer demain. Eh bien, pourtant, on l'accepte parce que le BHV a besoin de faire du fric. Allez, tout de suite, l'info du jour. On va parler du gouvernement qui veut supprimer la prime de Noël pour les foyers sans enfants. Et on aura ensuite notre ministre du jour. Restez bien avec nous, on les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Françoise Degois, Joseph Touvenel, Jean Dorido, et c'est l'heure de l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et le gouvernement veut supprimer la prime de Noël pour les foyers sans enfants, François-Louis Bourneau. Oui, apparemment, il faut faire des économies. Et parmi les mesures évoquées, le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou, a annoncé la fin de la prime de Noël de 152,45 €, j'y tiens, pour les foyers qui n'ont pas d'enfants. Et c'est Nicolas Champion, qui est secrétaire national au Secours populaire, qui nous en parle. Bonjour Nicolas. Bonsoir. Bonjour. Alors, quand vous entendez ça, concrètement, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une annonce pareille? Est-ce qu'on peut vraiment faire des économies sur ce genre de mesures? Ce que ça nous fait, c'est qu'on pense aux personnes qu'on accompagne tous les jours. Vous savez, au Secours populaire, on accompagne et on reçoit 3,7 millions de personnes en France tous les ans. Et dans les 3,7 millions de personnes qu'on reçoit, on a 44% de personnes seules. Donc ça veut concrètement dire aujourd'hui que y a beaucoup de personnes qui attendent cette prime de Noël en année. Au final, en fait, on punit un petit peu aussi ceux qui n'ont pas d'enfants. Je ne sais pas si c'est punitif, mais ce qu'il faut bien avoir en tête est que la prime de Noël, malheureusement, ça vient parfois pousser un découvert ou permettre de payer des factures d'énergie. En ce début d'hiver, les gens seront très très fragilisés par rapport au coût de l'énergie qui augmente, par rapport au coût de logement. Et oui, ça peut être dramatique pour certaines personnes. Et est-ce que vous constatez, au Secours populaire, une aggravation de la situation, notamment en termes de pauvreté ? Oui, on constate qu'aujourd'hui, il n'y a pas de profil type de personnes en situation de pauvreté et de précarité. Et on s'est tellement posé la question qu'en septembre dernier, on a fait un sondage Ipsos en demandant à l'ensemble des Français, est-ce que vous avez peur ou pas de basculer dans la pauvreté? Oui, on en avait parlé sur Sud Radio d'ailleurs. Tout à fait, et 1 Français sur 3 a peur de basculer dans la précarité aujourd'hui, et 2 Français sur 3 ont peur d'une dépense imprévue. Et c'est ces fameuses dépenses imprévues qui font basculer et qui font... passer de la classe moyenne à la situation de précarité, pauvreté. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de différence, quoi. Oui, juste une réflexion, dire c'est quand même vraiment des économies de bout de chandelle, honnêtement. On tourne autour de tout. On fait les fonds de tiroir. Il suffirait, je le redis, alors après, on peut repartir sur pour ou contre la taxe du CMA, mais en tout cas, trouver un moyen de ponctionner un peu plus les gens qui gagnent des milliards, ou en tout cas qui ont des centaines de millions d'euros de patrimoine. Vous vous rendez compte, 152 balles, ce que ça représente quand même
problème. 152 € vraiment pour quelqu'un qui est au RSA ou quelqu'un qui enchaîne des petits boulots avec sa femme, etc. C'est vraiment, souvent, c'est presque un miracle de Noël. Enlever ça, vraiment, c'est minable en fait. Je sais pas comment vous dire à quel point je trouve ça minable. Moi, si vous voulez, d'abord, j'ai beaucoup de respect pour le travail du Secours populaire et j'ai eu il y a très très longtemps des amis qui vivaient au Palais de la Femme notamment, et de mémoire c'est le Secours populaire qui a développé tout ça. Donc c'est vraiment admirable. Bien sûr, je rejoins Françoise et en même temps j'entendais M. Farandou ce matin sur une radio concurrente néanmoins amie, comme on dit selon la formule consacrée, qui explique qu'il y a un vrai souci de budget de la sécurité sociale et qu'il faut trouver de l'argent. Bien sûr, Françoise, taxer les plus riches. Il faut trouver de nouvelles recettes. Je serai le premier à dire allons-y. Parce que je ne suis pas parmi ces gens-là. Ce que je vois, moi, c'est ce que je cotise. Et c'est vrai que je travaille, je suis à mon compte. Et c'est vrai que je donne quand même beaucoup d'argent déjà. Et je regrette que manifestement, les grosses têtes qui sont à Bercy, qui sont de partout, disent écoutez, malgré tout ce que donnent les gens qui bossent, on n'a plus suffisamment pour filer ces 152 balles. Donc, je n'ai pas de solution miracle. Maintenant, il faut trouver de nouvelles recettes. Au Secours populaire de faire baisser d'autres dépenses pour les plus nécessiteux. Merci beaucoup Nicolas Champion, secrétaire national au Secours populaire. On suivra ça de près. Allez, tout de suite. Et si vous étiez ministre ? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et on prend la direction, comme c'est le début, on va prendre la direction, de Vic en Bigorre. Bonsoir Romina. C'est chez nous. Bonsoir, mais oui, le pays de Françoise. Et de Philippe David, mais plus de moi que de lui. C'est un faux Bigourdan, Philippe David. Elle est dans la plaine, à Vic en Bigorre, donc vous êtes plus près de la plaine, moi je suis vraiment au fin fond des montagnes. Non, mais vous me moquez de qui ? Moi, ma grand-mère était de Luz aussi, qu'est-ce que vous racontez ? Moi de Vieille, oh, ça va, oh là là, ça y est. S'il vous plaît. Pardon les amis régionalistes, quand même, je m'autorise. Vive la France. Oui. Alors, Romina, si vous étiez ministre de la Santé, vous êtes infirmière, que feriez-vous ? Eh bien, moi, en premier lieu, j'allégerais la charge administrative des médecins et des soignants. Super. Voilà. Il faut savoir que les infirmières, déjà, nous basons pour faire nos transmissions sur les 14 besoins de Virginia Anderson, cette infirmière américaine. Et ces 14 besoins ont été fondés en 1947. Alors, je pense que nous avons aujourd'hui la possibilité et les moyens de réfléchir à quelque chose de plus moderne et puis d'utiliser davantage l'outil informatique. Alors, il existe déjà un DMP sur amélie.fr. C'est quoi un DMP ? C'est le dossier médical partagé. D'accord, c'est pour les auditeurs. Oui, et je trouve qu'on ne l'utilise pas suffisamment et il est très bien fait. Ça pourrait répondre à des besoins pour les patients, pour les soignants et de faire des économies franches parce que ça éviterait d'aller chercher des logiciels coûteux ailleurs alors qu'on a déjà un outil qui est très très bien fait. Et puis ensuite, pourquoi pas fusionner aussi les agences de santé diverses et variées, la HAS, l'ARS, la Sécurité sociale, la Santé publique France, les agences du médicament, les agences sanitaires de l'alimentation, et j'en passe, il y en a encore d'autres. Moi, je pense qu'il faudrait un peu balayer tout ça. Et puis quoi d'autre ? Remettre les professionnels de santé dans les hautes sphères, parce qu'il faut savoir qu'il y a 27% du personnel qui est non médical et non soignant, qui fait plus d'un salarié sur 4 et qui ne connaît rien à la santé dans les hôpitaux. C'est aberrant, je trouve. L'école de Rennes. Voilà. Et puis redonner de l'autonomie aussi aux infirmières comme moi, comme toutes celles qui se lèvent tous les matins. Votre Romina, là, non ? Alors, moi, je nomme Romina. Oui, et je voudrais juste vous dire, voilà, une salle de soins ne devrait pas être un bureau de banque, mais bien le Parlement des médecins et des soignants. Romina. Moi, je vais vous dire, Romina, vous êtes tellement sympathique que je pense que même vous, j'aimerais que vous me fassiez une piqûre. Ce qui veut vraiment tout dire. Il n'y a pas de problème, la vaccination, il n'y a pas de souci, parce que oui, profitons-en, tiens. Les infirmières vaccinent aussi contre la grippe. Il n'y a pas que les pharmaciens, et ça, il est bon de le dire. Voilà. Eh bien, écoutez, Romina, ministre de la Santé, moi j'approuve. En plus, elle est bigourdade. Alors, il y a vraiment des bonnes raisons de la mettre. Bon, même si c'est la plaine, c'est pas grave. Non, mais moi je rejoins tout à fait. Suppression de l'ARS. On a vu au moment du Covid que ça ne servait à rien. Terrible. À côté de chez moi, c'est des médecins eux-mêmes qui louaient des véhicules frigorifiques pour amener les vaccins, parce que le grand hôpital CHU à côté, qui est Henri Mondor à Créteil, immense hôpital, et avait même pas les frigos pour les vaccins. Absolument. Et l'ARS était à l'ouest. Donc les médecins eux-mêmes ont loué
À l'ouest, à Créteil, en plus. Faut arrêter. Merci beaucoup, Romina. Allez, dans un instant, mon coup de gueule. Et je vais dire non aux remises de peine pour les crimes de sang. Et tout de suite, Thomas Binet, les incontournables de l'argent. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Françoise Degois, Joseph Touvenel, Jean Dorido. Dans quelques instants, on aura le plaisir de recevoir quelqu'un qu'on connaît très bien sur Sud Radio. C'est un grand inconnu, c'est vrai que jamais... C'est un petit jeune, il débute en fait dans les sondages. Frédéric Dabi, pour parler d'un sondage IFOP au sujet des municipales à Paris, on vous pose cette question. Les élections municipales de Paris ont-elles une importance nationale? Eh bien pour le moment, vous dites oui à 50% et non à 50% en attendant le coup de gueule. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve à Mélan, dans le département de l'Isère. Pourquoi Mélan ? Parce que c'est dans ce village, sur le parking d'une boîte de nuit, que le jeune Adrien Pérez a été tué à coups de couteau et de cutter par 2 voyous en s'interposant lors d'une rixe alors qu'il était là pour fêter son 26e anniversaire. Un drame malheureusement de plus en plus fréquent puisque ce sont environ 120 attaques au couteau qui ont lieu chaque jour en France. Un chiffre terrifiant qui n'a pas empêché un ancien ministre de la Justice d'affirmer que l'insécurité est un fantasme et que la France n'est pas un coupe-gorge. 3 personnes ont été arrêtées, les 2 frères Yanis et Younes El Habib ont été condamnés à 15 ans de réclusion pour coups et blessures mortelles ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le 3e protagoniste, Liam Djadouri, étant condamné à 2 ans de prison avec sursis. Mon coup de gueule vient du fait qu'un des 2 tueurs d'Adrien a été libéré. Faites le calcul, entre juillet 2018, date de l'incarcération et de l'homicide, et maintenant, il y a à peine plus de 7 ans. Moins de la moitié des 15 ans de la peine. Pire, depuis octobre 2024, le tueur libéré a bénéficié, c'est la mère d'Adrien qui le dit, de 18 permissions de sortie, s'est marié et va même être père. Des conditions révoltantes pour des parents qui ont perdu un enfant tué par des gens qui avaient de mauvaises intentions, car si on voit un boîte de nuit avec couteau et cutter, ce n'est pas pour couper du pain lors d'un pique-nique ou du papier peint sur un chantier. Bref, on sait aujourd'hui que le fait de tuer un jeune vaut 7 ans de prison avec permission à gogo pour la bagatelle et autres plaisirs de la vie. Adrien a lui été condamné à mort sans possibilité d'appel ni de droit de grâce, tandis que ses proches ont pris perpétuité réelle sans aucune remise de peine, peine à tous les sens du terme. Mais ça, la justice s'en fout, car les victimes et leurs familles sont les grands oubliés de la justice, justice plus préoccupée par la réinsertion des délinquants et criminels. On comprend la révolte de la famille d'Adrien et on pense avec tristesse à elle. Moi, vous savez très bien à quel point je trouve que c'est les sujets sur la justice, ce sont des sujets à manier vraiment avec la main qui tremble. Je fais partie des gens, si Philippe Bilger était là, nous serions d'accord. Je fais partie des gens qui considèrent que on ne peut pas taper en permanence à bras raccourcis sur la justice. J'entends ce que vous dites, j'entends votre cri du cœur, mais la justice, c'est pas l'émotion et c'est pas la vengeance. Les juges sont pas des gens complètement tarés dans un bureau qui prennent des décisions comme ça. Mais entre 15 et 7. Je suis d'accord avec vous, mais le principe de la remise de peine, ça existe. Nous sommes une démocratie. Nous sommes, ce qui nous différencie des civilisations barbares, c'est la justice. Nous fonctionnons, les démocraties, je termine, sur l'idée de la capacité des êtres à changer, éventuellement à s'émanciper. C'est pour ça, par exemple, que je ne suis pas d'accord pour qu'on légifère sur pas de casier judiciaire si on se présente aux élections. Parce que ça veut dire que quelqu'un qui aurait commencé mal dans la vie ne serait pas capable, en théorie, de représenter son pays. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'entends vos coups de gueule, je les entends parce que je sais que vous êtes un homme de cœur, mais je pense que la justice n'est pas la vengeance et que les juges ne font pas n'importe quoi. Voilà. Jean Dorido. D'abord, ça fait froid dans le dos. Maintenant, je connais, j'ai vécu dans la région quand j'étais gamin. Ça me rappelle quand même, parenthèse, le maire de Grenoble, Éric Piolle, quand vous arrivez dans le coin, là, bienvenue dans une métropole apaisée. Je ne crois pas que la région grenobloise soit très apaisée. Les règlements de compte, pour le coup, voilà, ils sont toujours fréquents. été le problème Grenoble avec les quartiers terribles, le village historique, le village olympique et avant le gang des Italiens. Et de savoir qu'un jeune peut sortir
en boîte de nuit et mourir à coups de couteau, c'est absolument effrayant. Et moi, ça me pose un problème. Je vous entends les deux, je suis touché et par ce que vous dites, Philippe, qui me semble extrêmement juste, et par ce que répond Françoise. Maintenant, ça me pose une question, si vous voulez, d'un point de vue pédagogique et éducatif. Qu'est-ce qu'il faut dire à un gamin, par exemple, qui va en boîte de nuit? Est-ce qu'il faut dire, tu sais quoi, s'il y a un coup de couteau à donner, donne-le le premier alors, parce que tu auras 7 ans. Donc, et vous voyez, je peux pas. Mais pourquoi est-ce qu'on parle comme ça? Je peux pas dire ça à un gamin. Je peux pas dire ça. Vous le direz jamais, oui. Et en même temps, là, je regarde, je me dis, finalement, dans l'histoire, il y en a un qui a pris perpète, effectivement, qui est mort, et l'autre qui sort au bout de 7 ans. Joseph Touvenel. Quand on regarde le prix de la vie humaine, ça paraît peu. Alors, j'ai pas vu le dossier. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce que dit la mère de Rien est vrai. On s'occupe plus des délinquants que des victimes. Les victimes sont laissées mais complètement isolées. C'est un fait. La justice a un problème avec le traitement des victimes. Ça, c'est vrai, Françoise. Et la justice, globalement, ne prend pas, même pas en charge, mais n'informe pas, ne reçoit pas, etc. Et cette mère, elle a pris perpétuité. Dans les grands procès, dans les grands procès, je rappelle juste que il y a une chose qui s'appelle les parties civiles, et que dans les grands procès, bien sûr que la justice prend aussi en compte la victime. Mais je comprends la douleur. 7 ans, c'est jamais assez. Mais je veux dire, le droit, d'une certaine manière, est neutre émotionnellement. Qu'on dise, on met 7 ans et pas 15. Voilà. Au moins, ça aurait le mérite de la franchise. Vous savez, allez, tout de suite, on va parler des élections des élections municipales à Paris. Ont-elles une importance nationale? Eh bien, vous dites non désormais à 51%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300, et on décrypte tout de suite le sondage IFOP avec notre ami Frédéric Dabi. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Françoise Degois, Jean Dorido, Joseph Touvenel, et c'est l'heure de la question du soir. Les vraies voix Sud Radio. Et la question du soir concerne un sondage IFOP, le premier sondage IFOP pour Sud Radio, pour les élections municipales à Paris. Nous avons le plaisir d'avoir celui qui est au sondage, ce que Diego Maradona est au football. Bonsoir Frédéric Dabi. On n'est pas loin. Je crois qu'il est décédé, Maradona. Oui, mais comme Pelé, mais c'est la légende. Dans la bouche de Philippe Dabi, de moi, c'est le complément suprême. Messi ou Maradona. Alors, et auteur de L'écharpe et les tempêtes face au maire, la défiance inattendue, publié aux éditions de l'Aube, et livre coécrit avec Brice Sokol. Le 7 novembre. Le 7 novembre. Pour en parler avec les vraies voix déjà, que dit ce sondage? C'est une enquête à 4 mois des élections municipales à Paris qui montre énormément d'incertitudes. Incertitudes sur l'offre électorale. On n'est pas du tout dans le contexte de 2019-2020 où l'offre était relativement figée, où aucun sondage n'avait donné Anne Hidalgo battue depuis 2018. Moi, je vois 3 enseignements dans ce sondage, Philippe. D'abord, une Rachida Dati en pôle position. Elle n'est pas touchée par le contexte national, pas touchée par l'affaire du Louvre. Il y a une sorte de dissociation entre la marque Dati qui est imprimée à Paris et un contexte national très mauvais pour tout ce qui touche de près ou de loin à Emmanuel Macron. Elle est en tête avec 26 à 28% dans toutes les configurations de premier tour. Elle est en situation de gagner dans tous les seconds tours, et elle met à distance Pierre-Yves Bournazel, qui est quand même obtient entre 14 et 15%, c'est-à-dire une possibilité de se maintenir et de gêner la dynamique de la droite et du centre. Le deuxième enseignement, pour moi, c'est la gauche. La gauche, à première vue, on dit ça va être compliqué. Je suis frappé de voir que le total des listes en intention de vote, Chikirou pour LFI, Emmanuel Grégoire pour la majorité municipale et David Belliard pour les écologistes, est à 3/10 près ce que la gauche a obtenu en mars 2020. Il n'y a pas d'érosion de la gauche à Paris. On peut même oublier les sondages. La gauche a fait des scores très honorables à Paris, aux européennes et aux élections législatives, avec 0 circonscription gagnée par la droite et le centre. Pour autant, il y a un rééquilibrage en faveur des écologistes et de LFI qui fait que Emmanuel Grégoire arrive nettement en tête devant ses forces, mais de manière beaucoup plus ténue. Et il a un objectif, ou plutôt un espoir secret, c'est que la France insoumise, Sophia Chikirou, qui est très loin des 30% de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, obtienne un score inférieur à 10%, ce qui l'éliminerait du second tour. On sait très bien qu'il y a beaucoup de villes où des listes LFI vont pour sortir, pour embêter, si je puis dire, le maire socialiste sortant. Je pense bien sûr à Montpellier, par exemple, voire à Marseille. Troisième enseignement, et c'est quand même surprenant quand on connaît l'histoire de Paris très hermétique au vote RN, c'est que les votes radicaux, c'est-à-dire la liste RN de Thierry Mariani et la liste Reconquête de Sarah Knafo, obtiendraient à eux deux, entre 13 et 15%. C'est-à-dire un étiage jamais vu. Je rappellerai que le candidat RN en 2020, qui s'appelait Serge Federbusch, avait fait 1,5%, que Marine Le Pen avait fait 5,5% à la présidentielle. Alors on a là
l'atout du vote Zemmour, qu'on voit dans des arrondissements comme le 7e, le 8e, le 16e ou le 17e, qui se diffuse, et une incarnation, Sarah Knafo, particulièrement intéressante, qui pourrait être une sorte de réceptacle d'électeurs de droite qui jugeraient Rachida Dati trop touchée par le macronisme. Un dernier chiffre, elle arrive à capter, Sarah Knafo, 17% de l'électorat Dati. En tout cas, Rachida Dati est nettement en tête. Elle est en pole position, mais je dirais que la gauche n'a pas dit son dernier mot. Des questions, mais très courtes. J'ai pas de questions, j'ai juste une analyse sur ce sondage, très incertain. J'ai un petit doute sur ce qui va se passer à New York. Pourquoi je vais vous dire ça cette nuit? Parce que si Zoran Madani gagne, ça envoie un signal quand même de la radicalisation. Et là, je vois bien que Emmanuel Grégoire, qui a du mal quand même à lancer sa campagne, je n'arrive pas à trop lire la campagne d'Emmanuel Grégoire, je ne sais pas exactement, il passe des toits verts aux funérailles. Donc il se monte sur plein de sujets, mais Emmanuel Grégoire, le candidat socialiste, si vous voulez, il est quand même à portée de tir de la première alliance d'une gauche radicale qui pourrait s'inspirer du triomphe annoncé de Madani. C'est-à-dire, si LFI et les Verts, ça fait 19%. Ça fait 19%. Si LFI et les Verts, mais non, mais s'il n'y a pas d'accord au premier tour, si vous voulez, nous avons une obsession, Frédéric Dabier et moi, nous en parlons souvent au café, c'est Nîmes 95, c'est-à-dire la droite qui est majoritaire, qui est sortante majoritaire en termes de voix, et sur un coup de billard sur la division, c'est le Parti communiste qui emporte la ville. Donc moi, je me dis, c'est plus qu'un certain. Joseph Touvenet. J'ai deux questions. La première, est-ce que l'abstention a été mesurée? Parce qu'au premier tour, la dernière fois, c'était plus de 42%. Mais c'était le Covid. C'était différent. Non, mais vous avez raison. Je vais répondre à votre question. On est trop loin du vote pour mesurer une abstention faible, mais c'est vrai que la première incertitude, c'est va-t-on plus voter que 15 mars 2020? Et n'oublions pas, si on peut dire que le Covid c'est quelque chose d'exceptionnel, que les personnes âgées ont moins voté que la moyenne, depuis 2001, à chaque élection en général et à Paris en particulier, on a moins voté qu'à la municipale précédente. Et est-ce que le climat national absolument délétère, du plus rien à faire du côté des Français, comme disait mon ami Brice Teinturier, pour ne pas dire plus rien à foutre, ce côté éclipse du politique va dire aux gens à quoi ça sert de voter, même pour une élection aussi proche que celle des municipales. La deuxième question, est-ce que le changement du mode de scrutin peut influencer sur ce résultat? Alors, c'est intéressant. Les sondages avaient précédé ce changement parce que les sondages, on fait parfois des sondages confidentiels dans tel ou tel arrondissement, mais c'était des projections nationales, comme si PLM n'existait pas. En tout cas, moi je pense qu'il y a une sorte d'hypocrisie. Quand vous votiez en 2020 dans le 12e ou dans le 13e, par exemple, pour Jérôme Coumet, c'était marqué en gros avec Anne Hidalgo. Vous votiez pour Hidalgo, pour Dati, pour Buzyn, etc. Par contre, il peut y avoir dans une logique de second tour, une logique d'élimination, avec une forte mobilisation. Imaginez ces électeurs du 16e, du 17e, ou à l'inverse des électeurs de gauche, 18-19, qui disaient ça sert à rien de voter parce que mon arrondissement est bon pour moi à gauche et bon pour moi à droite. L'idée d'éliminer, de barrer la route à qui Dati, qui Grégoire, qui la gauche et qui je ne sais pas qui, ça peut être un très fort levier, et sans doute va-t-il avoir une mobilisation plus forte au second tour qu'au premier tour, mais de manière très spectaculaire. Est-ce qu'on peut retrouver ce qui peut se passer dans un certain nombre de mairies où le vote local n'est pas le même que le vote national? Bien sûr. Toulouse, Bordeaux, qui nous écoutent, bien sûr. Jean Dorido. Moi, j'ai une question, parce que je tombe de l'armoire, si j'ai bien entendu, sur ce qui sort dans le sondage à propos du vote RN, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, Frédéric, c'est quand même c'est classique à Paris qu'il n'y a pas de vote RN, comme d'ailleurs dans beaucoup de grandes métropoles. Et je me demande bien qui sont ces personnes. Est-ce qu'on sait sociologiquement qui sont ces personnes? Alors, c'est plutôt quels arrondissements déjà? Alors, déjà, je ne l'ai pas vu dans le sondage, mais il y a quelque chose de sociologique très très intéressant. Le vote RN suit la forme du périphérique. C'est-à-dire que plus vous êtes proche du périphérique, donc dans des quartiers plutôt en difficulté, même s'il y a eu des vraies réhabilitations, plus vous votez RN. Je pense qu'il y a aujourd'hui, il faut pas oublier, moi quand je fais des conférences devant des élus à Paris, je leur dis, on va faire un jeu, sortez dehors et allez me trouver quelqu'un qui a voté RN à la présidentielle. C'est très difficile. Marine Le Pen a fait 5%, c'était un record pour elle à l'élection présidentielle de 2022 au premier tour. Elle a fait 8,5% au second tour. Je pense qu'elle a marque RN qui joue de plus en plus comme une marque dégagiste et comme une marque qui va inspirer une forme de changement, une forme d'alternative. Ça joue aussi à Paris après 24 ans de gestion socialiste. Mais Sarah Knafo est sur les
Elle est reconquête, mais effectivement, on est dans la marge d'erreur. C'est pas le même électorat. Et Thierry Mariani est beaucoup moins connu, je pense, à Paris que Sarah Knafo. Donc il y aura sans doute un vrai match. C'est pas le même électorat. Vous avez raison. Mais attention, moi, je voulais juste dire que nous sommes dans les élections de la radicalité. Et je redis, tout le monde pense que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Je vous assure que ce qui est en train de se passer avec les tours jumelles, vous savez, plus Trump se trumpise, plus la gauche se radicalise. C'est-à-dire qu'on a Trump d'un côté, Orban, Meloni, mais on a également en Irlande, je le disais l'autre jour, la gauche extrême qui accède au poste de Premier ministre. Donc moi je pense que tout cela va jouer à Paris et je trouve que c'est plus qu'incertain, mais par contre je ne fais pas partie des gens qui pensent que si on perd Paris, on perd la présidentielle. L'opinion change. Le cas de 2001 a été terrible. Mais regardez ce qui se passe aux Pays-Bas. Du Geert Wilders non-stop, un discours réactionnaire et qui prend, etc. Et puis d'un seul coup, les Pays-Bas qui vont élire probablement le Premier ministre gay de leur histoire, progressiste et woke. Alors, il y a une certitude, c'est que quand on regarde le sondage, la messe n'est pas dite. C'est le moins qu'on puisse dire. On est bien d'accord, et Paris vaut bien une messe, comme disait. Comme disait Henri IV. Merci beaucoup Frédéric Dabi, co-auteur avec Brice Sokol de L'écharpe et les tempêtes face aux mers, la défiance inattendue, publié aux éditions de l'Aube. Et là, on va partir du côté du soleil couchant, puisqu'on part sur la Transat Jacques Vabre avec François-Louis Bourneau. Sud Radio fait sa Transat. Autant pour moi, Transat Café L'Or, elle a changé de nom. Oui, François-Louis, on continue à suivre nos deux skippers de rêve à perte de vue. Et oui Philippe, on garde le cap sur la Martinique dans la catégorie classe 40, vous l'avez dit, avec le duo phare, sans mauvais jeu de mots, Joël Paris, le skipper malvoyant, et Goulven Marie, son acolyte, navigateur expérimenté. Fraîchement repartis du port de la Corogne après un blackout de leur embarcation, les deux navigateurs sont désormais confinés à 400 km à l'ouest du Cap Finistère, en Espagne. On les écoute. Donc là, on vit depuis qu'on est parti, maintenant. On vit comme des sangliers. Bon, on s'est mis dans notre tanière, quoi. Et donc, on a fermé les deux portes. Parce qu'on est face au vent, avec pas mal de vent, une belle dépression. Donc, on n'a pas le choix, il faut qu'on la contourne pour essayer de choper des fronts plus sympathiques. Mais pour l'instant, oui, là, donc depuis 2 jours, on vit couché. Voilà, manger, c'est compliqué. Et tout le reste, bref, c'est pas très facile, mais c'est comme ça. C'est la partie de la course. Donc, on a quelques jours de vie un peu rude. Voilà, une épreuve rude comme il le dit, mais bon, tout va s'arranger puisqu'ils vont regagner un meilleur temps, on en est sûr. En tout cas, voilà, on continue de les suivre toute cette semaine. Et on va les suivre de très près. Vous savez qu'on avait des cadeaux à faire gagner. Ah, les cadeaux. Eh bien, c'est parti, nous prenons la direction de Renneville dans le 31. Bonsoir Laure. Bonsoir. Alors, vous avez fait un SMS à Sud. Oui. Et vous avez gagné. Je vous propose qu'on applaudisse Laure. Bravo. Super, merci beaucoup. Alors Laure, vous avez gagné votre projecteur Tikino, la boîte à histoire qui fait voir les choses en grand, spécialement conçu pour les 3-10 ans. Ce projecteur révolutionnaire est à la fois ergonomique, robuste, sécurisé et fonctionne comme un petit cinéma à la maison. Alors il projette ses vidéos grandeur nature au mur, mais au plafond. Ça inclut des contes, de la méditation, du yoga, de l'anglais, des contenus découvertes. Bravo. C'est génial, merci à toute l'équipe. Vous êtes une auditrice fidèle de Sud Radio ? Oh oui. C'est bien. Et en général, et des vraies voix en particulier ? Oui, c'est la radio que j'écoute en rentrant du travail à 5h, à partir de 5-6h. Ah bah c'est bien, vous commencez avec les Chevaliers du Fiel, donc vous riez un bon coup. Et puis après, vous avez les vraies voix dans un... C'est de l'actu, mais quand même légère, on va le dire comme ça. Et vous n'êtes pas de la famille de Philippe David par hasard ? Non. Non, mais ceci étant, je suis du village de Bruno Pomar. Ah, vous êtes de Belleflou. Ah ouais, d'accord. Bon, vous êtes de Belleflou, vous êtes audoise ? Exactement. C'est votre mère. Attendez, excusez-moi. Non, elle est à Renneville maintenant, dans les Hautes-Garonne. Ah, mais ça a été votre mère ou pas, Bruno Pomar ? Ça a été mon maire, oui. Alors, quel maire était-il ? Je suis toujours au comité des fêtes de Belleflou. Magnifique. Bon bah écoutez, on embrasse Bruno Pomar également, qui était là pas plus tard qu'hier. Et on vous dit bravo, ma chère Laure de Renneville, dans le 31. On vous embrasse, on vous dit bravo. Restez fidèles, bien évidemment, à Sud Radio. Merci beaucoup, Françoise Degois. Merci, Joseph Touvenel, d'avoir été vraiment...
frais et dispo, comme toujours dans une forme olympique. Merci Jean Dorido. Merci les amis. Merci François-Louis Bourneau. Tout de suite, comme les mardis soirs, on va parler d'emploi dans les vraies voix de l'emploi, parce que c'est la semaine nationale de l'emploi dans l'agroalimentaire. Et on va en parler avec Jean-François Loiseau, président de l'ANIA, et Sylvain Boucher, directeur de la biscotterie La Chanteracoise. Restez bien avec nous, on les vraies voix.